Dans cette vidéo, on va voir les gestes de premier secours qu'on peut faire en nature. Alors, je dis nature, mais ça s'applique tout aussi bien en ville. Mais là, sur cette vidéo, j'ai évoqué un point qui s'adressera aussi en ville, au final. En ville et en nature. On va corriger ça. Pour les nouveaux, dans la description de la vidéo, il y a le e-book offert sur les 6 fondamentaux du survivaliste. Allez le voir, okay. Vous allez aiguiller vos connaissances. Et pour certains qui sont débutants ou même intermédiaires ou même confirmés, c'est sûr que vous allez apprendre des trucs. Et ensuite, potentiellement, vous aurez le groupe Facebook si jamais vous voulez rejoindre. On reprend la vidéo. Les gestes de premier secours, c'est très important. Ça peut sauver la vie à quelqu'un, ou en tout cas rallonger son espérance de vie. Donc prenez-le au sérieux, formez-vous. Pour les nouveaux, dans la description de la vidéo, il y a le e-book offert sur les 6 fondamentaux du survivaliste. Allez le voir, okay. Vous allez aiguiller vos connaissances. Et pour certains qui sont débutants ou même intermédiaires ou même confirmés, c'est sûr que vous allez apprendre des trucs. Et ensuite, potentiellement, vous aurez le groupe Facebook si jamais vous voulez rejoindre. On reprend la vidéo. À ce sujet-là, développer des compétences parce que même aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut fortement vous servir. La première chose, quand on a un blessé, qu'est-ce qu'on fait? Prenez le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un blessé à terre? La première chose, on ne saute pas sur la victime directement. Si mon collègue s'est pris une balle, je ne saute pas directement sur lui. Et si mon collègue s'est fait écraser par une voiture, je ne saute pas directement sur lui. Je mets la zone à l'abri. Okay, pour éviter d'avoir un deuxième blessé, et puis ensuite que ce soit exponentiel. Qu'il y en ait 2 qui viennent nous sauver, qui se fassent aussi écraser, prendre une balle, qu'ensuite il y ait 4 blessés à sauver, et compagnie. Mon collègue est blessé, se prend une balle, peu importe, ce que je fais, c'est que je sécurise la zone. Sécuriser la zone, ça peut être faire un cordon, une bulle 360, avec des mecs autour de la victime, qui vont appuyer avec le feu. Ça peut être également de mettre des panneaux de signalisation sur l'autoroute, de bloquer, faire un barrage pour freiner les voitures, avec nos véhicules. On met la zone en sécurité. Et ensuite, on va sur le blessé. Même s'il fait une hémorragie, quoi que ce soit, on met la zone en sécurité. On ne prend pas son temps, on essaie d'être rapide. C'est la première chose à faire. Sinon, vous risquez d'être blessé à votre tour. Première chose qu'on peut faire, déjà, c'est prendre la conscience. Si jamais la personne est au sol, qu'elle ne répond pas, ou en tout cas qu'elle ne crie pas, qu'elle ne panique pas, bon, là, elle a peut-être perdu la conscience ou elle est dans les pommes. Si jamais vous voyez que le mec il crie « Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal », bon, vous savez que le mec est encore conscient. Là, on va passer à l'étape d'après. Mais si jamais la personne est au sol et que rien, on va prendre la conscience. Prendre la conscience. Alors, j'ai pas de mannequin avec moi, donc on va lui prendre la main et on va lui dire « Monsieur, monsieur, si vous l'entendez, serrez-moi la main du plus fort que vous pouvez, clignez des yeux. » Ok, tout ce qu'il pourrait faire sans trop faire d'effort. Si vous voyez que ça serre un peu, ok, cool, il a de la conscience. Si jamais le mec n'est pas conscient, ce qu'on va faire, il y a la PLS, d'accord? Mais avant, on va s'assurer de 2-3 trucs. A, B, C. Airways, les voies respiratoires. Est-ce qu'il a les voies respiratoires obstruées? Est-ce qu'il a, je ne sais pas, des trucs dans le nez? Est-ce qu'il a un truc dans la gorge, un corps étranger qui pourrait le freiner dans sa airways, ok, voie respiratoire. Première chose. B, breathing. Est-ce que la personne respire? Comment est-ce qu'on fait pour voir si une personne respire? On va coller notre oreille proche de son nez, voir si on ressent le souffle. Et en même temps, on va pouvoir voir si le mec, le cœur, il fait comme ça, si le ventre se gonfle ou pas. Même si ça, on peut le faire directement pendant la prise de conscience. Serrez-moi la main, on regarde, ok, non. Ensuite, le C, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être le C? C'est en anglais. Circulation. On va voir s'il n'y a pas de plaie, si jamais il n'y a pas de saignement. Okay, on regarde, en gros, est-ce que la victime respire? Est-ce qu'elle a les voies respiratoires obstruées? Est-ce qu'elle saigne ou pas? Si jamais elle ne saigne pas, c'est un bon signe. Mais attention, il peut y avoir une hémorragie interne qu'on ne pourrait pas forcément voir à l'œil nu. Donc ça, très attention. Dans ce cas-là, on va passer à l'étape suivante. Si jamais la personne, elle est inconsciente et qu'elle ne respire pas, là, ça commence à être grave. À l'aide, à l'aide, à l'aide, on crie du plus fort possible, en fonction de l'environnement, bien sûr, dans lequel vous êtes. Et vous allez commencer à faire une RCP, réanimation cardio-pulmonaire. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend la ligne des pectoraux, entre les deux, et là, on va mettre nos mains comme ça, et on va faire 30 compressions, avec un rythme.
Pour faire un rythme, on fait et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, jusqu'à 30. Ensuite, on incline le menton, on pince le nez à 2 insufflations. 2 insufflations. On ne souffle pas comme un bourrin, ok? On souffle tranquille, mais il faut qu'on puisse voir le ventre faire ça. Et ensuite, on reprend 30 compressions, 2 insufflations, encore et encore et encore. Et on s'arrête jamais, jamais tant qu'on n'a pas des secours ou que la personne n'est pas réanimée. Et si jamais ça fait 15 minutes, 20 minutes que vous faites ça, bon, peut-être que là, il va falloir se poser des questions. Mais en temps de paix, les secours devraient arriver assez rapidement. Si jamais vous avez un défibrillateur, hop, go sur le défibrillateur, il s'occupera de tout ça pour vous. Maintenant, ça c'est dans le cas où une personne elle est inconsciente. Si jamais elle est inconsciente, à votre avis, est-ce qu'on pourrait lui mettre de la morphine? À votre avis, est-ce qu'on pourrait lui mettre de la morphine pour calmer potentiellement la douleur? Jamais. On ne met jamais de morphine à quelqu'un d'inconscient. Surtout pas. C'était le petit piège. Ok? Si jamais la personne, à partir de là, elle est réanimée, bon bah tant mieux, hein, vous avez fait votre job, c'est super. Ok? Et si jamais la personne elle respire, mais qu'elle n'est pas consciente, ok? Elle respire, il n'y a pas de souci, mais qu'elle ne vous serre pas la main, qu'elle ne répond pas, PLS. Là, bon, je ne vais pas vous montrer une PLS comme ça. Il y a des vidéos partout sur internet à ce sujet-là. Si vous voulez voir comment on fait une PLS, tapez sur Google comment faire une PLS. Mais ça, on le fait uniquement si la victime est inconsciente mais qu'elle respire. Okay, on ne fait pas ça si la victime est inconsciente et qu'elle ne respire pas. Ça, c'est massage cardiaque. Si jamais la victime, elle est coupée, ok, là, elle est consciente, elle a mal, d'accord, elle s'est pris une balle, peu importe, elle est coupée, elle s'est fait couper le pied, peu importe. Là, il va falloir stopper à tout prix l'hémorragie. Comment est-ce qu'on fait pour stopper l'hémorragie? Déjà, une hémorragie, il faut savoir que c'est un saignement abondant. Comment est-ce qu'on fait pour voir si c'est une hémorragie? Normalement, ça se voit très vite à l'œil. Il y a du sang de partout. Vous allez mettre un chiffon, par exemple ça, et si jamais ça s'imprègne en moins de 2-3 secondes, que le truc est après gavé de sang, hémorragie directe. Dans le corps, on a à peu près 6-7 litres de sang. Donc ça part très très vite. La personne fait une hémorragie, on va stopper le saignement au plus vite. Comment est-ce qu'on fait? On va faire d'abord une compression locale. On va prendre un chiffon, par exemple, ok, ou avec nos mains si on a des gants. Et là, on va mettre sur la plaie et on va mettre nos 2 mains et compresser le plus possible, le plus fort possible pour calmer l'hémorragie. À partir de là, il y a un moment, il va falloir appeler les secours et compagnie. Si jamais vous êtes seul, vous avez bien compris que là, vous mettez ça, pour appeler les secours et les 2 mains prises, ça va être compliqué. Vous continuez de crier à l'aide, à l'aide, à l'aide. Pansement compressif, c'est quoi? Le pansement israélien. Vous savez, c'est voilà, le pansement compressif qui va compresser tout seul. Peut-être que ce ne sera pas suffisant. Donc là, pansement compressif et ensuite, on va essayer de mettre un autre, voir si potentiellement ça marche mieux ou pas. Si jamais ça ne marche pas, garrot. Garrot, c'est vraiment... Ça dépend. À l'armée, c'était des fois la première chose qu'on faisait. Et des fois, dans le civil, on me dit c'est la dernière chose à faire. Vous savez, il y a le SC1 et il y a le PSC1. Le garrot, il faut le faire, mais derrière, c'est très compliqué si jamais il n'y a plus de structure médicale. Parce que quand vous allez faire un garrot, ok, quand vous allez faire un garrot, derrière, vous avez bien compris que le sang ne circulera plus. Donc, il y aura des petits caillots, petit à petit, qui vont se faire. Et le fait de retirer le garrot, vous allez faire repasser tout le sang, et derrière, ça circule. Enfin bref, je ne sais pas si j'étais assez clair. Si un garrot est posé, normalement, il y a une injection qui va être faite. D'accord? Parce que le sang aura coagulé, etc. Donc, c'est quand même quelque chose de très chirurgical. Vous, à votre niveau, si vous avez posé un garrot, ça va être très compliqué de l'enlever et que la personne elle soit juste guérie. C'est très très compliqué. Donc, le garrot, attention à ça. Il y a aussi des zones où le poser. Ça, c'est pareil. En fonction du PSC1, du SC1, il y a soit au plus près du membre ou soit au plus près de la blessure. Ça, c'est en fonction dans l'environnement dans lequel vous êtes. Ensuite, si jamais c'est un saignement, okay, que vous avez réussi à le calmer avec le pansement compressif, là, ça va. Vous aurez potentiellement l'opportunité de le sauver. Par contre, si c'est une hémorragie, ça va être plus délicat, avec un garrot. Donc là, première chose qu'on fait, déjà, on marque l'heure à laquelle on a mis le garrot. Très important. On peut éventuellement mettre une morphine. Voilà, si la victime a vraiment très très mal ou autre, on peut mettre une morphine. Et ensuite,
très important, on va l'isoler du froid. Parce que quand vous perdez du sang, hein, on a 6 à 7 litres de sang dans le corps. Quand vous allez perdre du sang, sachant que je ne vous ai pas dit, vous savez en combien de temps le corps se vide de son sang avec une hémorragie? De mémoire, si j'ai bien retenu mes cours, c'est entre 45 secondes et 2 minutes. La personne sera intégralement vidée de son sang. Donc il faut aller extrêmement vite. Vous avez vu? Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la victime qui fait une hémorragie, on ne va pas la laisser debout, ni assis. On va la mettre allongée. Je ne sais pas si vous connaissez le concept d'une bouteille d'eau. Okay, si jamais la bouteille d'eau est percée ici, il y a tout le poids là qui va faire pression et qui va vider la bouteille d'eau. Par contre, si jamais la bouteille d'eau est percée ici, que vous la mettez comme ça, le sang déjà sera réparti sur l'ensemble des muscles, des organes, du cerveau jusqu'au mollet, c'est pas un organe, okay. Le sang sera intégralement alimenté en sang. Et derrière, la pression, forcément, sera un peu plus réduite. On a une autre option aussi, c'est le pansement hémostatique. Le pansement hémostatique, c'est une sorte de chiffon, de tissu, ça c'est hardcore, je peux vous garantir c'est hardcore, qu'on va mettre et on va bourrer dans l'intérieur, okay, de la plaie. On va le bourrer, ça fait extrêmement mal apparemment, je ne l'ai jamais vécu, je n'ai jamais vu une personne le vivre. S'il y a bien un truc douloureux apparemment c'est ça. Et ça va permettre de gonfler le pansement et de arrêter l'hémorragie. Et ça c'est pareil, une fois que le mec il a son pansement à l'intérieur, vous avez bien compris qu'il ne va pas pouvoir vivre avec toute sa vie. Il faudra l'enlever. Donc, s'il n'y a plus d'infrastructure médicale, autant vous dire que cette personne-là sera condamnée en cas de survie. Il faut dire la vérité. Isolez-la du froid. Donc, le sol, très important. Là, si jamais je m'assois, je m'allonge sur le sol, c'est très froid. Donc, un duvet, une couverture de survie ou des tissus et des matelas. Et on en fait un saucisson, d'accord? On l'enroule pour qu'elle soit bien à l'abri du froid. Mais par contre, il faut avoir un œil sur la blessure. C'est toujours mieux. Donc si elle est blessée au bras, on va lui faire dépasser le bras pour pouvoir surveiller l'évolution. C'était un peu long pour l'hémorragie, mais c'était un petit peu les points clés. Après, on a tout ce qui est brûlure. Les brûlures au premier, deuxième, troisième degré. Bah là, c'est pareil. Quelqu'un qui est brûlé, imaginons, il a mis la main sur la plancha. Ce qu'on va faire, déjà, c'est instantanément calmer la brûlure. Donc, on va mettre la main sous l'eau. On va faire ruisseler. On va pas essayer de mettre directement. Même si moi, à chaque fois que je me brûle, je mets directement la plaie sur le jet d'eau. Je ne laisse pas ruisseler, je mets directement. Moi, je préfère, après, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et ensuite, si jamais il est fortement brûlé, que la peau est à l'air, alors là, en général, moi j'avais entendu 2 sons de cloche. Il y en a qui disaient de mettre un drap propre, très très propre, d'accord? Mettre un drap propre pour protéger des bactéries qu'il peut y avoir dans l'air, mais un drap extrêmement propre. Pas un t-shirt pourri qui a été dans la terre ou quoi. Parce que là, c'est à vif, donc ça peut être contaminé. Il y a d'autres personnes qui disaient de laisser à l'air libre pour pouvoir laisser sécher. Bon, moi j'aurais plutôt dit de mettre un drap et pas d'appuyer, d'accord? Mais de mettre un drap, ok, pour pouvoir protéger de tout ce qu'il pourrait y avoir. Il y a plusieurs sons de cloche, vous savez, ça change beaucoup ces choses-là. Les techniques premiers secours, ça évolue tout le temps, il y a des nouvelles règles, des nouvelles méthodes. Bon, voilà, tenez-vous informés aussi, hein, parce que peut-être moi je suis pas forcément à jour. Et ensuite, si jamais la personne se fait une fracture, c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, bah, ce sera en forêt. Si jamais la personne se fait une fracture, bah, là il va falloir immobiliser, faire un plâtre. Et comment est-ce qu'on peut faire un plâtre? Et ben, on prend des branches, d'accord? Imaginons que je me suis blessé à la cuisse, on va prendre des branches, hop, et ensuite on va enrouler avec ce qu'on peut pour pouvoir faire une sorte de plâtre, pour ne pas faire bouger la jambe de trop, ok? C'est très important, très 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 important. Les gestes de premier secours, il y en a plein d'autres. Plein d'autres cas différents, ok, quand on s'étouffe, quand on a pris un choc, un blast et qu'à l'intérieur il y a une hémorragie interne, enfin vous voyez, il y a encore beaucoup de choses. Mais là, c'était pour vous donner les points capitaux. Retenez la technique ABC, ok, c'est de ça que je vous ai donné les conseils. Airways, voie respiratoire, respiration et circulation sanguine et compagnie. Abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt. Ciao les résistants.